Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce vendredi 8 mars. 154e jour du génocide de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'élève à près de 30 880 martyrs et 72 400 blessés, dont 30% sont des femmes. Crise humanitaire catastrophique à Gaza. Washington annonce la construction par l'armée américaine d'un port provisoire sur la côte de l'enclave palestinienne pour acheminer davantage d'aide, au moment où Bruxelles espère l'ouverture dimanche d'un corridor humanitaire depuis Chypre vers la bande de Gaza. Réunion de l'Assemblée générale de l'ONU sur la situation au Soudan. L'Algérie appelle au nom des membres A3+, les parties au conflit, à déclarer un cessez-le-feu à quelques jours du mois de Ramadan. Et puis le ministre français des Armées annonce la production prochaine d'équipements militaires en Ukraine par des entreprises françaises, mais exclut l'envoi des troupes combattantes au sol. Bonsoir à tous. Le bilan des victimes du génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza ne cesse d'augmenter au 154e jour des massacres perpétrés par les forces de l'entité sioniste. Près de 30 880 Palestiniens sont tombés en martyrs et 72 400 ont été blessés. La plupart de ces victimes sont des enfants et des femmes. D'ailleurs, et alors que le monde célèbre la journée internationale des droits des femmes, des statistiques ont révélé que 30% de ces victimes à Gaza étaient des femmes. Et ce vendredi, au moins 12 Palestiniens sont tombés en martyrs, principalement des femmes et des enfants, encore une fois, et plusieurs autres ont été blessés lors d'une série de frappes aériennes dévastatrices des forces de l'occupation ayant visé le centre de la ville de Gaza. Et au nord, cette fois de l'enclave palestinienne, Jabalia a été la cible de frappes aériennes des forces de l'occupation israélienne, où un Palestinien est tombé en martyr et 3 autres ont été blessés. Ces frappes ont également provoqué la destruction de 2 maisons dans un camp de réfugiés, et ce malgré la situation humanitaire catastrophique dans cette région. Et à Rafah, au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et 22 ont été blessés lors d'un raid de l'aviation des forces sionistes. Cette ville, située à l'extrême sud de la bande de Gaza, est de plus en plus ciblée et les 1,5 million d'habitants qui s'y entassent vivent sous la menace constante d'une offensive terrestre d'envergure, malgré les multiples mises en garde internationales. Le point avec Neila Hamouda. Sous cet amas de décombres, des familles tentent de retrouver les corps sans vie de leurs proches. Ils ont été tués par une frappe aérienne sioniste qui a touché leur maison située à Rafah. Aucun d'eux ne vivait là par choix, la plupart ayant déjà fui le nord de Gaza. Les proches endeuillés affirment que 5 personnes sont tombées en martyrs et 22 autres ont été blessés. Ces derniers ont été transportés à l'hôpital Abou Youssef al-Najjar. Nous avons eu l'impression que quelque chose s'était allumé, tout brûlait, il y avait des cris. Je dormais avec mes enfants, mon fils, ma fille et ma femme. Des décombres sont tombés sur nous, la maison s'est effondrée, il y a eu 5 martyrs et plusieurs blessés. Nous avons miraculeusement survécu, Dieu est notre sauveur. Les Israéliens disent qu'il existe des endroits sûrs, mais en réalité la sécurité n'existe pas. Nous étions en train de dormir quand soudain un missile a frappé l'endroit. Nous nous sommes réveillés en hurlant pour découvrir que la maison de mon beau-frère avait été touchée et que la nôtre, qui était déjà délabrée, avait été endommagée.
Nous avons perdu notre beau-frère, nos enfants et sa femme, qui sont tous morts. Malgré des mises en garde internationales, l'entité sioniste reste sourde et résolue à mener la perspective d'une offensive sioniste majeure à Rafah. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a déclaré vendredi que cette opération militaire sioniste sur Rafah ne pouvait être autorisée car elle entraînerait des pertes massives de vies humaines et augmenterait le risque de nouveaux crimes atroces. La situation à Gaza n'est pas prête de changer, puisque l'espoir d'une trêve avant le Ramadan s'amenuise encore un peu plus. Les négociations qui avaient porté beaucoup d'espoir aux Gazaouis n'ont finalement accouché. Et dans ce contexte humanitaire des plus alarmants, le président américain Joe Biden a annoncé que l'armée américaine allait construire un quai et un port provisoire sur la côte de la bande de Gaza pour pouvoir acheminer davantage d'aide humanitaire. Les États-Unis ont dirigé les efforts internationaux pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Ce soir, je donne l'ordre à l'armée américaine de diriger une mission d'urgence visant à établir un quai temporaire en Méditerranée sur la côte de Gaza, pouvant recevoir de grands navires transportant de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des abris temporaires. Aucune équipe américaine ne sera sur le terrain. Une jetée temporaire permettrait d'augmenter massivement la quantité d'aide humanitaire qui arrivera chaque jour à Gaza. Et lors de ce même discours sur l'état de l'Union, Joe Biden a averti l'entité sioniste que l'aide humanitaire ne pouvait être une considération secondaire ni une monnaie d'échange. Aux dirigeants d'Israël, je dis ceci. L'aide humanitaire ne peut être une considération secondaire ou une monnaie d'échange. Protéger et sauver des vies innocentes doit être une priorité. Si nous nous tournons vers l'avenir, la seule véritable solution est celle de deux États. Et de son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit ce vendredi à Chypre espérer l'ouverture dimanche d'un corridor permettant d'acheminer de l'aide humanitaire depuis l'île méditerranéenne vers la bande de Gaza. Nous lançons ensemble ce corridor maritime chypriote, Chypre, l'Union européenne, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Et c'est votre travail acharné pour faire en sorte que ce corridor soit opérationnel malgré tous les défis. C'est vraiment une source d'inspiration. Nous sommes désormais très proches de l'ouverture du corridor, je l'espère ce dimanche, et je suis très heureuse de voir qu'une première opération pilote va être lancée aujourd'hui. Et pour sa part, la coordinatrice de l'action humanitaire et de la reconstruction à Gaza, Sigrid Kaag, a insisté sur le fait que l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza par des largages aériens ou par la mer ne pouvait pas se substituer à la voie terrestre. D'après ce que nous comprenons, les Américains vont se joindre à cela et en effet peut-être construire un port temporaire à Gaza avec pour but de fournir cette aide humanitaire si urgente et l'augmentation du volume qui est nécessaire, en particulier dans le nord. C'est quelque chose de bienvenu. En même temps, je ne peux pas répéter, les voies aériennes et terrestres ne se substituent pas aux voies terrestres et personne ne dit le contraire. Mais la complémentarité à ce tournant critique sera très important. La coordinatrice onusienne a par ailleurs relevé le peu de volonté de l'entité sioniste de laisser entrer les aides humanitaires à Gaza. Pour l'instant, le cabinet israélien n'a pas pris la décision d'ouvrir des points de passage supplémentaires. C'est assez factuel et nous avons besoin davantage. Il m'a été clairement fait comprendre dès le départ qu'il y avait peu de volonté. Et depuis le début de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, la Chine n'a eu de cesse d'appeler à un cessez-le-feu, un appel maintes fois formulé, notamment au niveau des instances internationales. Une position que nous abordons ce soir avec Zhan Shanhui, journaliste à la télévision chinoise CGTN. Zhan Shanhui, bonsoir. Bonsoir, Zhan Shanhui.
soir, la Chine se solidarise sur la reprise rapide des pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens dans le but de réaliser une coexistence pacifique entre les deux États et surtout une cohabitation harmonieuse entre les peuples arabes et juifs. De mon observation, la Chine reste choquée, non seulement par la gravité et la durée de cette guerre, mais aussi par la manière dont les États-Unis ont géré cette crise. Puisque depuis le déclenchement de ce nouveau cycle de conflits majeurs entre Israël et la Palestine en octobre 2023, ce cycle du conflit a déjà causé plus de 100 000 morts et blessés des civils. Et malgré la gravité de cette situation, on se rappelle la décision décevante de la part des États-Unis à l'ONU. Le 20 février, le Conseil de sécurité des Nations Unies ont voté sur le projet de résolution, à ce moment-là présenté par l'Algérie au nom des pays arabes, demandait un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Mais en raison du veto des États-Unis, le projet de résolution n'a pas été adopté, donc plutôt un sentiment d'incompréhension de la part de la Chine. Et d'ailleurs, le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi, a insisté sur ce point lors de la conférence de presse qu'il a donnée lors des deux sessions. Je cite, « Au XXIe siècle, le fait que cette catastrophe humanitaire ne puisse être arrêtée est une tragédie pour l'humanité et aussi une honte pour la civilisation. » Donc de ce point de vue-là, la Chine souhaiterait qu'il est temps pour la communauté internationale d'agir d'urgence et de faire du cessez-le-feu immédiat sa priorité absolue. Donc, je dirais que dans mon observation, la paix, la vie et la justice sont les trois mots-clés que la Chine tente de transmettre à la communauté internationale. Merci beaucoup, Shan Hui, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision chinoise CGTN. Direction la Cisjordanie occupée, où les forces de l'occupation sioniste ont violemment attaqué ce vendredi des fidèles à la porte Aspat, l'une des principales entrées de l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds occupée. Les forces de l'occupation ont également arrêté des fidèles et empêché nombre d'entre eux d'entrer dans la mosquée pour prier. L'établissement et l'expansion de colonies sionistes dans les territoires palestiniens occupés relèvent du crime de guerre et risquent d'éliminer toute possibilité pratique d'établir un État palestinien viable, selon l'ONU, qui a lancé cette mise en garde par le biais de Volker Turk, le haut commissaire aux droits de l'homme. Rien que cette semaine, des informations ont été rapportées selon lesquelles Israël envisageait de construire 3476 maisons de colons supplémentaires dans les colonies illégales de Ma'ali Adoumim, Arfat et Qaddar, en violation supplémentaire du droit international. Le rapport souligne également l'augmentation spectaculaire de l'intensité, de la gravité, de la régularité de la violence des colons et de l'État israélien contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. Dans le reste de l'actualité de ce vendredi, je vous le disais, en titre, réunion de l'Assemblée générale de l'ONU sur la situation au Soudan. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a appelé les parties au conflit au Soudan à saisir l'opportunité du mois de Ramadan pour déclarer un cessez-le-feu immédiat et s'engager sur la voie de l'apaisement et de la retenue pour une paix durable au Soudan. Benjama a formulé cet appel au nom des membres A3+, regroupant l'Algérie, le Mozambique, la Sierra Leone et le Guyana. Nous voyons se déployer devant nous la pire crise de déplacement au monde, avec de hauts risques
d'insécurité alimentaire aiguë, menaçant des millions de Soudanais, en particulier au Darfour. Face à la dégradation de cette situation, nous souhaitons saisir l'occasion de la présente séance afin de lancer un appel pressant à tous les acteurs soudanais, décréter un cessez-le-feu immédiat en vue d'apaiser les souffrances d'hommes, femmes et enfants soudanais innocents. Et à cet égard, les membres A3+, ont salué l'annonce de la décision des autorités soudanaises de faciliter l'accès humanitaire. Nous nous félicitons de la décision prise par les autorités soudanaises de faciliter l'accès humanitaire par le biais de plusieurs points de passage aux frontières telles que Tchad-Tina-Darfour et la facilitation de vols humanitaires par le biais des aéroports d'Al-Fasher, de Kadougli et d'Al-Obeid. Les A3+, et à travers l'intervention d'Ammar Benjama, ont aussi salué l'annonce d'un nouveau cycle de pourparlers dans le cadre du processus de Jeddah. Nous nous félicitons de l'annonce d'un nouveau cycle de pourparlers dans le cadre du processus de Jeddah et nous invitons les parties soudanaises à y participer en toute bonne foi. À cet égard, je tiens à louer les facilitateurs du processus, à savoir le Royaume d'Arabie Saoudite, les États-Unis d'Amérique et l'IGAD, qui représente également l'Union africaine. La tenue d'une conférence humanitaire internationale à Paris en avril est également une initiative louable. Dans l'actualité aussi, la crise en Haïti persiste. L'état d'urgence a été renouvelé pour 1 mois alors que les gangs armés qui contrôlent la majeure partie de la capitale menacent de guerre civile si le Premier ministre Ariel Henry ne démissionnait pas. Safouane Bessabri. En plein chaos, cet homme promet de remettre de l'ordre. Jimmy Cherizier alias Barbecue est un chef de gang. Ancien policier, il a changé de camp pour, dit-il, lutter contre les élites corrompues et les faire plier. C'est lui et les gangs haïtiens qu'il a réussi à fédérer, qui menacent directement le Premier ministre haïtien Ariel Henry, coincé pour l'heure à Porto Rico pour des raisons sécuritaires. Si Ariel Henry ne démissionne pas, le pays connaîtra un génocide. Si Ariel Henry ne démissionne pas, si la communauté internationale continue de soutenir Ariel Henry, cela nous entraînera directement dans une guerre civile qui se terminera par un génocide. Des menaces qui arrivent jusqu'à l'enceinte de l'ONU. Le porte-parole du secrétaire général a fait part de la préoccupation de la chef de mission onusienne en Haïti. Le Conseil de sécurité a tenu hier une réunion privée sur Haïti pour discuter de l'escalade alarmante de la violence des gangs dans le pays. Le chef de notre mission en Haïti, Maria Isabel Salvador, a informé les membres du Conseil. Elle a souligné la nécessité d'une action urgente, notamment en soutenant le déploiement immédiat de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le Premier ministre haïtien, lui, est toujours bloqué à Porto Rico après un séjour au Kenya qui avait promis le déploiement de 1000 policiers en Haïti. Ariel Henry ne peut toujours pas rentrer au pays. L'aéroport de Port-au-Prince est tombé aux mains des gangs. Sur place, la situation est toujours aussi alarmante. La situation du pays est critique. Les gens ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. Nos enfants ne peuvent plus aller à l'école. Les commerçants ne peuvent plus aller au marché. Personne ne peut se déplacer dans le pays. Le retour du Premier ministre n'est pour l'heure pas garanti. En attendant, le pays vit au rythme des balles. Au Sénégal, la campagne électorale pour la présidentielle, dont le premier tour se tiendra le 24 mars, va démarrer demain et durera jusqu'au 22 mars, selon le président Macky Sall. Le vainqueur sera élu président du Sénégal pour un mandat de 5 ans, renouvelable successivement une seule fois.
Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé plus de 280 élèves lors d'une attaque contre une école dans le nord-ouest du pays, selon un enseignant et un habitant. Les autorités ne donnant de leur côté aucun chiffre. Les enlèvements de masse contre rançon sont un problème majeur et touchent tout le pays, l'un des plus peuplés d'Afrique. À l'école secondaire publique de Kuriga, environ 187 élèves sont portés disparus, tandis qu'à l'école primaire, environ 125 élèves sont portés disparus, mais 25 sont de retour au moment où nous vous parlons actuellement. Les partis politiques au Maroc, cette fois, sont considérés comme faisant partie intégrante du système de la corruption généralisée. C'est ce qu'a affirmé notamment le président de l'association marocaine pour la protection des biens publics, Mohamed El-Raloussi, déplorant l'incapacité du gouvernement à y remédier. Les partis politiques et durant les élections de septembre 2021 se sont plaints d'une utilisation de l'argent d'une manière insidieuse, ce qui sous-entend que la Cour des comptes a pu recenser uniquement les fonds dont la traçabilité a été établie par des documents et des rapports financiers. Mais il reste l'argent qui n'est pas traçable et dont il est difficile d'en évaluer les montants. D'autre part, la Cour a notifié que tous les partis et les syndicats ont remis leurs rapports financiers dans les délais, mais elle note également que les fonds provenant d'autres sources que les subventions publiques étaient à hauteur de 8%. Il convient aussi de souligner que les rapports remis par plusieurs partis n'ont pas pu établir avec des preuves l'origine des fonds. Dans l'actualité également, l'Algérie a été élue à l'occasion de la 105e session du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques pour représenter la région africaine en la personne de l'ambassadrice Salima Abdelhak, représentante permanente de l'Algérie auprès de l'OIAC pour occuper le poste de vice-présidente du même Conseil. Et je vous en parlais en titre, des entreprises françaises vont produire des équipements militaires en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, qui a précisé qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes combattantes au sol. Et oui, aujourd'hui, nous ne sommes pas au maximum de ce que nous pouvons faire sur l'Ukraine, dans le faire autrement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous annonce ce matin que des entreprises françaises vont créer des partenariats, 3 d'entre elles notamment, drones, matériel terrestre, avec des entreprises ukrainiennes pour produire sur le sol ukrainien des pièces détachées, peut-être même des munitions demain, ça prendra plus de temps. Et les dialogues ont démarré avec les autorités ukrainiennes. Enfin, inflation en Europe. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a affirmé que le processus déflationniste se poursuivait en zone euro, mais que la BCE n'était pas encore assez confiante concernant l'évolution vers l'objectif de 2% d'inflation. Nous progressons bien vers notre objectif d'inflation. Nous sommes donc plus confiants. Mais nous ne sommes pas suffisamment confiants et nous avons clairement besoin de plus de preuves, de plus de données. Et nous savons que ces données nous parviendront dans les prochains mois. On en saura un peu plus en avril, mais beaucoup plus en juin. Voilà, c'est la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.